Bon, ben d'abord, merci d'être ici. Alors, nous sommes un peu, si j'ai bon souvenir, dans un temple de la pensée. J'aurais une tendance à dire d'abord c'est flatteur, mais deuxièmement, c'est peut-être indispensable parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas spécifiquement française d'ailleurs, est une crise, enfin en général quand on la regarde à courte vue, crise politique, crise économique, mais je crois qu'elle est profondément une crise philosophique, une crise de la pensée. Et que, quelque part, pour sortir de cette crise, il va falloir reconstruire, non pas redéfinir des concepts obligatoirement tout à fait originaux, mais savoir les resituer dans une période qui, ma foi, est différente. Et donc, il y a tout un travail philosophique qui s'avère indispensable. Et c'est pourquoi nous avons un peu hésité sur le titre de cette réunion. Et nous sommes arrêtés à démocratie, suffrage universel, mais on aurait pu prendre démocratie, esprit critique, institution, que sais-je. Pourquoi on a hésité? Parce que, fondamentalement, le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui est que, et on se rend compte de plus en plus, nous sommes dans ce qu'on appelle un tournant historique. Et on va passer d'une situation A à une situation B. La question étant, on y passe comment? Et ça, c'est une question pas simple. C'est une question pas simple parce que les choses en matière historique ne sont jamais spontanées. C'est toujours les hommes. Alors je dis une fois, mais je ne vais pas le redire à chaque fois, les hommes et les femmes. Hein, mais je ne vais pas le faire systématiquement, ça fait partie du politically correct, c'est vrai. Donc les hommes se trouvent confrontés à ces situations et il y a, devant un tournant historique, il y a deux attitudes. Systématiquement. Et tous ceux qui ont travaillé sur ce genre de phénomène le savent bien. Il y a ceux qui essaient d'anticiper et de voir comment on va passer dans le monde, alors appelons ça un monde nouveau, encore que j'aime pas beaucoup l'expression, disons dans l'étape suivante. Et il y a ceux qui, à tout prix, veulent empêcher qu'on y passe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ces deux tendances s'affrontent avec, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, un avantage à la première, c'est-à-dire ceux qui veulent que ça ne change pas. Ceux qui veulent que ça ne change pas, bon, je vais en prendre un certain nombre d'exemples pour vous illustrer mon propos, mais enfin, on pourra en trouver des milliers. Sur le plan, je vais les prendre évidemment sur le plan politique. Sur le plan politique, nous avons bien entendu, et je crois que c'est une date qu'on retiendra dans l'histoire de France, même si aujourd'hui elle tend à être étouffée. Le référendum de 2005. Il y a eu un débat, pour y avoir participé, je sais qu'il y a eu un vrai débat. Ce vrai débat entre gens qui savaient très bien pourquoi ils votaient ou pourquoi ils votaient oui et pourquoi ils votaient non, enfin du moins une large partie d'entre eux, a abouti à un résultat que chacun connaît, ça a été un non à un certain traité, et là-dessus, les forces dominantes ont dit, ben, ce vote, il ne compte pas. Il ne compte pas, on fait le traité quand même. Avec un certain nombre de prises de position qui sont intéressantes à rappeler, en particulier celle du Parlement européen qui a dit clairement ce que pensent les Français et ce que pensent les Néerlandais, puisqu'il y avait eu les deux votes quasiment en même temps, ça ne compte pas. Ça ne compte pas parce que la majorité des pays pensent le contraire. Sauf que dans la majorité des pays, il n'y avait pas eu de référendum. Voilà, ça c'est un exemple type. On peut en prendre d'autres. J'aime bien rappeler celui-là parce que je le trouve assez amusant. C'est dans une brochure du Conseil de l'Europe avec un super expert qui par ailleurs a été parlementaire espagnol, proche de la Commission de Bruxelles, etc., qui se demande comment on fait une constitution. Alors il explique, pour faire une constitution, le plus simple, c'est de nommer dans un premier temps un comité d'experts, et voilà, on va les retrouver souvent, cela. Un comité d'experts bénéficiant de la confiance de la majorité des forces politiques. Le travail des experts sera ensuite soumis à l'Assemblée,
Et on propose qu'il n'y ait pas d'amendement, parce que les amendements, ça crée quand même des conflits, et donc si on peut éviter les conflits, ça serait mieux. Enfin, une fois approuvé donc, par l'Assemblée, le texte serait soumis à un référendum populaire, à l'occasion duquel tous les partis politiques s'engageraient en faveur du oui. Voilà. C'est une conception intéressante de la démocratie, que je partage évidemment pas, mais qui est très révélatrice d'une pensée. C'est-à-dire une pensée qui considère que le débat, et ça c'est une des oppositions majeures, je crois, dans la période actuelle, que le débat ne doit pas mener à l'émergence des divergences, à l'émergence des enjeux, à l'émergence, appelons par en nom, des conflits, parce qu'il y a dans toute société des conflits, mais à des consensus. Et l'idée consensus est dans la pensée des classes dirigeantes aujourd'hui, parce qu'elle est une manière de mettre sous le boisseau le débat politique. Bon, alors, je ne rajouterai pas ce qui se passe aujourd'hui dans la présidentielle. Je dirais que ce n'est pas uniquement anecdotique ni conjoncturel, c'est la nature même de l'évolution des choses depuis un certain nombre de décennies qui mène à cette présidentielle stupéfiante, dans laquelle personne ne se reconnaît, dans laquelle une chatte ne retrouverait pas ses chats, mais qui est organisée de telle manière qu'il apparaisse qu'un candidat s'impose non pas parce qu'il est bien, mais parce que les autres sont mal. Ce qui est toute une conception de la démocratie, le rejet pour faire accepter l'inévitable, consensus. Et on retombe donc sur cette absence de débat, mais qui est légitimée par la démocratie au nom de la pensée commune. D'où émerge-t-elle? On n'en sait rien, mais il y en a une. Et n'ayant pas la culture de notre ami Charles, je me réfère à des choses beaucoup plus simples, et je cite souvent Alice au pays des merveilles, ce qui me paraît une référence un peu différente, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Alice arrive dans une clairière. Dans cette clairière, il y a un arbre, sur cet arbre, il y a un chat, et Alice dit « S'il vous plaît, monsieur, quel chemin dois-je prendre pour sortir d'ici ?» « Cela dépend beaucoup où vous voulez aller, dit le chat. « Oh, ça n'a pas d'importance, dit Alice. »« Alors, n'importe quel chemin fera l'affaire, dit le chat. »« Pourvu que j'arrive quelque part, dit Alice. »« Bon, vous y arriverez sûrement, pourvu que vous marchiez assez longtemps. » Mais c'est exactement ça la situation dans laquelle nous sommes. On ne sait pas où on va. L'essentiel, c'est de savoir qui décidera où on va. Et tout le débat politique est là aujourd'hui. Et c'est pour ça, bon, je rajouterai un certain nombre de choses, mais j'y reviendrai par la suite. C'est pour ça que j'avais fait dans le monde diplomatique un article, bon, auquel on est parfois plus attaché à un texte qu'à un autre, bien entendu, qui s'appelle « Bonapartisme ou constituante ». Et je crois profondément que la situation dans laquelle nous sommes nous place devant cette alternative, bonapartisme ou constituante. Alors j'ai pris exprès deux mots qui rythment l'histoire de France. Parce que, et c'est une des choses les plus sympathiques d'ailleurs de la soirée, de reparler enfin d'histoire devant une société qui fait tout pour qu'on l'oublie. Hein, parce que comme disait Brodel, sans le poids de l'histoire, le présent ne serait qu'une péripétie. Je crois qu'il est important de savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. C'est un peu comme Alice, quelque part. Donc, bonapartisme ou constituante, on aurait pu dire autoritarisme ou démocratie, bien entendu. Donc, j'ai pris ces deux mots pour les raisons que j'ai dites. Et inévitablement, ce choix va arriver. C'est-à-dire où on va officialiser l'aspect autoritaire du régime, avec des formes subtiles, comme celle du personnage dont je parlais à l'instant, dans les instances européennes, mais ou bien on l'officialise, ou bien il faut remettre les choses à plat et donc refaire, reconstruire le corps politique et le corps social, c'est-à-dire passer par une étape qui s'appelle la constituante. Alors ça ne veut pas dire, quand on met en avant comme cela les institutions, que seules les institutions sont au cœur des débats. Je connais tous les débats, en particulier avec certaines écoles marxistes. Oui, mais le social prime. Oui,
sans doute que le social est essentiel. Il n'empêche que pour avoir les contradictions sociales, encore faut-il qu'elles s'expriment dans un peuple et donc que le peuple existe. Alors quand le peuple n'existe plus, ben, il n'y a plus de contradictions sociales et donc il n'y a pas de choix sociaux à faire. Mais là, ça peut être un débat. Il n'empêche que rétablir la démocratie, et donc rétablir le souverain naturel dans un système démocratique, c'est-à-dire le peuple, est l'enjeu fondamental de la période dans laquelle nous sommes. Alors, si on part sur des bases humanistes, ce qui est un peu ce qu'a déjà fait Charles, et ça m'étonnerait que Florence Gautier n'en fasse pas autant, la démocratie, c'est fondamentalement d'abord de reconnaître à tout individu un rôle de citoyen. Dans les traditions humanistes, l'homme est la mesure de toute chose, ou, comme disait Montaigne, tout homme porte en soi toute l'humaine condition. D'abord l'individu, et tout individu est particulier, et en même temps tout individu est membre du collectif, et c'est parce que il est particulier qu'il peut être membre du collectif. Hein? Je ne sais plus qui disait l'individu isolé n'existe pas. Il faut que, à la fois, on recrée le citoyen en tant qu'individu seul, qui a son choix, son libre arbitre, et en même temps en tant que membre d'un collectif auquel il participe, et d'une certaine façon auquel il se soumet, mais parce qu'il est libre de s'y soumettre. Voilà. Alors, c'est cela la démocratie. Et il n'est pas un hasard si, en ce moment, se développe un certain nombre de thèses qui, sous prétexte de critiquer la situation actuelle, bon, évidemment que personne ne penserait que la situation actuelle est une démocratie réelle. Bon, oui, on a des apparences, mais plus les choses évoluent, moins là, même les apparences, puisque aussi bien, quand le vote ne convient pas, on n'en tient pas compte et on fait l'inverse. Mais se répand, et dans des milieux tout à fait bien intentionnés, l'idée, ah ben le suffrage universel, c'est pas bien si on faisait du tirage au sort. Ça, c'est la dernière mode. Le tirage au sort. Et le tirage au sort, c'est quoi? C'est de ne pas reconnaître que tout individu est différent et que tout individu a sa place. Et si on tire au sort, les individus sont identiques et ils n'ont pas chacun leur place. On n'est donc plus dans la fondamentale de l'humanisme. Je crois qu'il est important de signaler cela, c'est-à-dire que pour nous, la démocratie, fondamentalement, est liée au suffrage universel. La manière dont ce suffrage universel s'applique est une autre affaire. Il est bien évident que tel qu'elle s'applique aujourd'hui, moi je ne vais pas la défendre une demi-seconde. Mais comment peut-il s'appliquer autrement? Comment peut-on retrouver les fondamentaux de l'humanisme d'une part, de la démocratie d'autre part? Les deux pour moi étant liés. L'aspect philosophique, l'aspect politique. Alors je crois qu'il est important de rappeler cela. Il est important de rappeler que la démocratie doit accepter le conflit. Bon, ça c'est l'article que j'avais fait aussi dans un diplôme, pas de démocratie sans conflit. C'est fondamental. Quand Clisthène a fait la démocratie, ce n'est pas pour empêcher les conflits, c'est pour les résoudre. Hein? Les Athéniens se tapaient dessus, il leur dit, plutôt que de taper dessus, on va voter. Ça sera quand même moins sanglant. Voilà. C'est un changement de paradigme. On va tirer au sort. Mais, ça c'est une plaisanterie lancée par les fanatiques de tirage au sort. On tirait au sort les postes subalternes, on ne tirait pas au sort les postes importants. Ni l'armée, ni les finances. Bon. D'ailleurs, si on tirait au sort un Périclès, il aurait dû jouer au loto, parce que comme il a été désigné 6 fois, il avait un bol pas possible. Hein. Les stratèges étaient donc, on parlera après. Donc, il faut retrouver le sens du débat, il faut retrouver la méthode du choix, il faut retrouver le sens du collectif pour bâtir ce choix, et il faut retrouver l'individu qui participe à ce collectif. C'est cela la démocratie, et ça signifie, bien entendu, je ne nie pas toute l'importance qu'attachait d'ailleurs la Révolution française, et ensuite
les diverses républiques, hein, au fait que l'éducation est un élément fondamental de la création du citoyen. On ne le tire pas d'un chapeau, lui non plus. Il y a tout un processus qui fait qu'on participe à cette construction du collectif. Il reste que, une fois qu'on a dit cela, eh bien, il va de soi qu'on doit former, et on doit former pour être citoyen, et non pas seulement, comme le fait l'éducation de plus en plus, pour acquérir une discipline. J'avais quelque part, oui c'est ça, une remarque d'un astrophysicien très connu, qui s'appelle Erich Schatzman, une figure majeure de l'astrophysique, qui disait « Un enseignement de la science qui n'enseigne pas la critique et n'apprend pas à penser n'est plus un enseignement de la science, il est un enseignement de la soumission. » Il s'intégrera à une culture répressive. Et donc, tout ce thème de créer le débat, de le faire émerger, d'obliger à la contradiction, est au cœur de la situation actuelle. Or, nous sommes dans une situation où, au contraire, on cherche à formater les gens, de manière à ce que cette contradiction, ce conflit n'existe plus. Il est grand temps d'en sortir, et pour terminer, je citerai une petite anecdote qui prouve à quel point on va vers une espèce, non seulement de politique correcte, mais d'ordre moral. Dans l'affiche que nous avons mise, il y a le tableau de Delacroix, La liberté guidant le monde. Un de mes amis qui a fait une pièce sur Alexandre Dumas, qui est un de mes auteurs favoris, a mis cette affiche pour faire une publicité sur Facebook. Il a payé pour ça. On la lui a refusé parce qu'il y avait des seins nus. Delacroix n'est plus accepté sur Facebook. Si ça, c'est pas de l'ordre moral, où sommes-nous ?